Parmi les petites villes fortifiées de Bourgogne du Sud, dans la Bresse bourguignonne, 3 cités sont particulièrement remarquables. Cuiseaux, au pied du Revermont, Romney et Cuisery, au bord de la Seille. Après la guerre de 40, mes parents décidèrent de quitter Cuiseaux pour s'établir à Romney en reprenant une menuiserie avec logement près de la porte d'Occident. À cette époque, j'avais 4 ans. L'atelier était rudimentaire, un seul moteur entraînait toutes les machines avec poulies et courroies. On allait chercher l'eau à la pompe dans la cour de la mère Pépin. La grande rue n'était pas encore goudronnée et les travaux d'adduction d'eau commençaient. Une pelleteuse creusait une tranchée sur toute la longueur. Je me rappelle qu'on trouvait des ossements et des restes archéologiques. J'aimerais en savoir plus sur le Romney ancien. Romney est un village rural médiéval typique de la Bresse bourguignonne du Sud. C'est la plus grande commune de Saône-et-Loire avec un très grand nombre de hameaux. Romney est aussi un village frontière entre la Bresse bourguignonne au nord, Languedoc, et la Bresse savoyarde au sud, Languedoc. C'est la limite nord des tuiles romaines et des cheminées sarrasines. Il en reste 34 en Bresse du Sud, dont 3 à Romney. Aux origines, c'était le lac Bressan. Suite au retrait du glacier des Dombes, le lac se vide, laissant apparaître une plaine au relief mamelonné, constituée de sédiments variés. L'homme préhistorique dut hésiter à pénétrer en Bresse, pays hostile et insalubre, avec des marécages et forêts épaisses peuplées de mammouths et de loups. À partir de -1500, les Celtes envahissent l'Europe de l'Ouest. Beaucoup de noms de lieux en Bresse sont d'origine celtique. Puis l'Empire romain s'étendit sur la Gaule transalpine et les Gaulois devinrent des Gallo-romains. L'origine du nom de Romney vient de Romanacus, lieu de Rome occupant, fondé par Romus, 17e roi celte. Romney contient plusieurs sites archéologiques. Sur la carte, on peut voir aussi les voies romaines, dont une traverse le bourg. On trouve de nombreux vestiges romains, les Charmes, Beaubartin, les ports de Saint-Romain et les Guillemots au bord de la Seille. Romney est une ancienne baronnie. Historiquement, à partir de 584, la baronnie de Romney, don du roi Gontran, est propriété des seigneurs évêques de Mâcon, sous la protection des rois de France jusqu'en 1789. D'abord, elle couvre presque toute la Bresse du Sud, puis peu à peu, victime d'attaques successives, se réduit à une petite enclave qui ne dépend ni des rois de France, ni des ducs de Savoie, ni du duché de Bourgogne. Les Romneyoux disaient « Ni Bressan, ni Bourguignon, je suis de Romney ». De 829 à 1272, les assauts viennent des comtes de Mâcon, des sires de Bâgé, de Saint-Tribier, de Gorveau, puis des ducs de Savoie, et la Bresse du Sud devient en partie dépendante savoyarde. Les évêques de Mâcon ont été barons de Romney pendant 1000 ans. Le blason actuel de Romney n'a plus autant d'attributs, mais il a conservé la couronne de marquis. Plus tard, en 1601, sous Henri IV, la monarchie annexe la Bresse savoyarde à la couronne et la Bresse bourguignonne en partie à la généralité de Dijon. En 1789, la Bresse bourguignonne est divisée en deux, la Bresse chalonnaise et la Bresse louhannaise. Après la Révolution, Romney dépend de la région Bourgogne.
De forme ronde, le bourg de Rodney est pratiquement situé au centre de la baronnie. Il est entouré de remparts en briques, les carons, datant d'avant le XIIe siècle. L'évêque Ponce de Rochebaron et son successeur Étienne de Bâgé fortifièrent plus complètement la ville et leur château sans s'être exposés aux convoitises de leurs puissants voisins. Les deux portes de ville, est et ouest, datent du XIVe siècle. Elles étaient les seules entrées de la ville. Battant, Ers et Pont-Levis ont été enlevés entre les deux. Une rue longue et étroite, bordée de maisons à colombages à un seul étage, surplombant le rez-de-chaussée, formant une très forte saillie sur la rue et couverte de toits peu pentus. Les remparts furent en partie détruits au XVIe siècle. Il ne reste que la partie nord. Des fossés alentours, d'abord conservés en cas d'incendie, furent remplis, puis comblés en 1887. Jusqu'en 1789, les évêques ne permettaient pas d'ouvrir des jours dans les remparts, portes, fenêtres ou passages. Il y avait eu plusieurs caronnières et tuileries sur la commune. En 1823, le maire fut autorisé par le préfet à démolir les murs et les deux portes de ville. Mais les murs furent vendus et convertis en habitations. À côté de chacune des portes, des hôtels se sont ouverts. Le Lion d'Or à l'ouest, et les remparts à l'est, et les fossés transformés en chemin. Le pavillon devait aussi faire partie des remparts. L'ancien château fort était compris dans l'enceinte de la ville, sur une énorme butte artificielle avec un gros donjon. Il servait de refuge aux habitants pendant les temps de guerre. Démoli vers 1700, il fut remplacé progressivement par un château d'agrément en briques, puis reconstruit à l'emplacement actuel, château des évêques. Il fut ensuite complété par l'école des garçons, l'école des filles, la mairie et le local incendie. À proximité de la porte d'Orient, le château de la Serve, 1830, une des filles du baron de la Serve épousa Jean-Baptiste Lamartine, constructeur de la maison de Milly. Le château de Saint-Romain, construit en 1898, était propriété du baron de la Chaise. Les remparts tels qu'ils sont actuellement, la plupart, ils ont été démolis à pas mal d'endroits, presque à ras du sol, puis remontés par la suite, et puis encore après, encore un peu plus haut par des moellons. Mais la vraie hauteur, tels qu'ils étaient, il y en a pratiquement pas beaucoup de métrage. Hein. Ils ont été démolis. La hauteur normale, c'était combien? Oh, c'était la hauteur normale. À mesure qu'ils prenaient de la hauteur, ils prenaient du rétrécissement. Hein. Ah oui. Là derrière, chez nous, là, où il y avait le sieur Léon Bellefille, il a plus d'1 mètre d'épaisseur. Puis après, en hauteur, il perdait de la largeur. Mais on y voit tout autour du chemin des remparts, là, la hauteur où ils ont été démolis et rebâtis par-dessus. Même là, sous la porte de ville, ça se voit bien où il a été repris le mur. Vous regarderez. La vraie tour d'origine, c'est aussi la tour d'observation, François Pépin, la tour François Pépin. Elle est d'origine aussi.
Elle avait un nom, cette tour. Son but, c'était une tour d'observation. Ah oui. C'était pas une tour défensive, c'est une tour d'observation. Et on la nomme, nous, François Pépin. Ça habitait aussi autrefois un sieur, un bourgeois, le sieur Saint-Loup, qui a une rue qui porte son nom. Ah oui. C'était un bourgeois du pays, il possédait beaucoup de propriétés sur Romney. Et tous les bourgeois de la ville, ils avaient leur jardin, rue des Fossés, avec la cabane. Il y a encore 2-3 cabanes qui existent encore. Les fossés des remparts ont été comblés avant 1914. Là. Et ils ont servi de dépotoir d'ordures ménagères de la ville. À l'origine, il y avait les portes qui étaient ici. Oui, mais Et les portes, elles étaient stockées à l'école des filles. oui, je les ai vues, mais Ben voilà. on n'y faisait pas attention dans le moment. Je les ai vues, mais on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. On ne sait pas. Il y avait aussi Parce que là, la herse. les portes, là. Il y a encore la charnière. Oui, il y a la chambre. En pierre. Et il y avait une herse, la herse aussi, comme au château fort. Et il avait la grosse pierre qui est prise en photo, ou que le pont-levis est posé dessus. Elle était bien contre le bâtiment. Plus loin, elle a été poussée un peu plus loin, puis après elle a disparu. Mais cette grosse pierre, elle est visible sur plusieurs cartes. L'autre pierre, elle est là-bas chez Michaud, là-bas, l'entrée de son jardin. Là-bas, où il y a le clos, au bout de Michaud, là, enfin Valerio, c'était les fours du château, les fours banaux, les fours. En pierre, en brut ou en carron, sur la place du monument. Mais les premiers châteaux forts, c'était une grosse tour, une immense circonférence. C'est après que les châteaux se sont étendus, puis des murailles. Et les premiers châteaux forts, ils étaient même en bois, puis entourés d'un fossé. En l'année 1591, que le pays a été envahi et massacré, la population, et brûlé toutes les maisons, qui dans le moment, les maisons du peuple étaient en bois, en fagots, et sous terre, à ras du sol, soit à 50 cm ou plus profond, on trouve la couche de brûlé, environ une épaisseur de 15 à 20 cm, intacte, les cendres noires. On retrouve ça sous toute l'étendue du vieux Romney. Alors c'est tout ce que je peux vous dire. L'église Saint-Martin, au milieu de la ville, a été construite vers le 7e siècle. Elle est mentionnée dans la charte de 1493 du cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon. Les différents styles indiquent qu'elle a été transformée à des époques différentes. La partie la plus ancienne est le portail latéral au sud du XIIe siècle. Le chœur et les 2 abbatisioles constituent un ensemble gothique naïf. Le clocher, dont les grosses cloches ont été complétées par l'abématie d'un carillon qui peut jouer le rigodon bressant. Dans la nef, un grand tableau représentant une descente de croix est classé monument historique. Il est signé de Charles-Émile Calandre de Champmartin. Il est de la deuxième moitié du XIXe siècle, dont plusieurs de ces tableaux sont au Louvre et au château de Versailles. Un autre grand tableau, une copie, représente un couronnement d'épines. C'est une copie du Titien signée de Coutel, aussi donnée par l'empereur Napoléon III. Un troisième tableau représente les évêques barons de Romney, dont au centre se trouve Monseigneur Moreau, dont le portrait est au musée des Ursulines à Mâcon. La statue en bois de Saint-Martin, patron de l'église, est du XVIIe siècle. La statue de la Vierge en papier mâché est d'époque Napoléon III. Autrefois, il existait 6 foires annuelles. Aujourd'hui, il reste seulement la foire de Pâques. Foire aux bestiaux sur la place du monument aux morts.
On termine de mettre les plaques, on peut terminer la mise en place des plaques avant de les... Voilà, il ne faut pas d'appeler. Moi, le gars qui a un gros souci, une autre vache qui ne fait respirer une vache. Il va voir comme quelques bonnes raisons pas venir. Voilà. Nous avons alors les prix d'honneur, les premiers prix. N'oubliez pas, ça je le précise sur les enfants, nous sommes une foire nationale, voire même internationale, parce qu'il y a des acheteurs étrangers, j'en ai vu ce matin. Les marchés ont lieu le vendredi. Autrefois, ils étaient très prisés et très animés. Le vendredi matin, le garde champêtre sonnait la cloche à la Grenette pour ouvrir les marchés. 7h30, marché au veau. 10h30, marché au poulet. Il y avait aussi le marché au cochon, le marché au beurre et aux œufs. La ferme du Champ Bressan est un des plus beaux domaines bressans à Cheminée-Sarrazine. La construction à pente bas datée 1708, torchis et briques, c'est aujourd'hui un musée du patrimoine avec d'un côté l'habitation, meublée comme à l'époque, en face les granges principales et d'autres latérales. Au milieu de la cour, le puits avec une imposante margelle en pierre et un abreuvoir. Un moulin à huile entraîné par un cheval est situé dans les dépendances. Il faut attendre 1937 et les préparatifs de l'Exposition internationale de Paris pour constituer un groupe folklorique à Remenay. Pour les femmes, le costume a une vraie identité et se différencie des autres villages alentours. La robe est très ample et le corsage garni de dentelle noire ainsi que les manches qui se terminent en pagode. Les avant-bras sont complétés de manchettes. Sur la robe, un petit châle et le traditionnel tablier de soie à bavette. Sur la tête, une coiffe brodée en tulle et le chapeau qui est la partie la plus caractéristique de son costume. C'est son identité. On dit qu'à Remenay, c'est le plus grand, le plus haut et on dit même le plus beau de toute la Bresse.
Ferney-Pernay. J'ai commencé mon métier à 14 ans. J'ai fait 3 ans d'apprentissage chez mon père. Et puis après 3 ans de salarié, puis après j'étais à mon compte, déclaré. Les premières fois j'étais à l'assurance agricole, maintenant après j'étais aux assurances des indépendants, puis après comme commerçant. C'était notre but, c'était d'acheter des arbres en forêt, les faire livrer, les entreposer derrière la salle des fêtes, puis aller les scier avec une scie passe-partout, 2 de chaque côté pour tirer la scie. Ensuite, en billes, fendre les billes avec la grosse hache puis le maillet, puis les rapporter sur une charrette à l'atelier et commencer le sabot, un quartier de bois, à la grosse hache. Puis ensuite à l'herninette. Les passer au couteau paroir pour affiner les coups. Puis creuser le sabot, le mettre à la coche, commencer avec un perçoir, puis une talonnière, et ensuite agrandir l'orifice, puis finir l'intérieur du sabot avec un butoir et une roigne pour la plante des pieds. Ensuite, le sabot plein de sève, il fallait vernir le bout et le talon avec du vernis alcool à base de résine de pin, enchaîner les sabots et les monter à bout de bras au grenier, les pendre, les faire sécher et au bout de 2 mois, les descendre, les finir encore à nouveau au couteau paroir, puis les raffiner au racloir. Dans le moment, les ponceuses n'existaient pas, et les apporter au magasin, rangés taille par taille, puis la vente. Les clients, c'était des habitués, on connaissait leur pointure, on leur offrait tout de suite leur sabot, on savait la pointure, paiement, et c'était ça, la vente, c'était une vente au détail, au magasin, ayant pignon sur rue. Quelques sabotiers travaillaient à l'arrière dans un atelier, puis la cuisine leur servait de magasin, et ils vendaient comme ça, paire par paire. Les clients leur apportaient un lot d'arbres, de bouleaux principalement. C'était ça pour eux. Mais ils n'étaient même pas seulement déclarés, pas assurés, rien. Pas contrôlés non plus. Tandis que nous, on était contrôlés, même par les poids et mesures. Mesurer, il ne fallait pas se servir de longueur de pouce, il fallait se servir que de pointure centimétrique. Il y a eu une descente d'inspecteurs des poids et mesures. Quand ils trouvaient nos mesures pouces en bois, ils nous les cassaient. C'était ça, on était contrôlés malgré tout, et assujettis à toutes les charges sociales. C'était ça, directement. Puis la fin de la vente des sabots avec l'apparition des bottes en caoutchouc, du matériel agricole. C'est comme ça que le sabot a disparu. La période de guerre a encore prolongé la vente du sabot. Autrement, le sabot aurait été perdu avant 1939. Mais il y a encore des ateliers, même en grande ville, qui travaillaient dans les acides, qui portaient encore des sabots de bois. Quelques paysans encore, à l'heure actuelle, qui en mettent un peu. Puis les groupes folkloriques, mais c'est pas une grosse vente, c'est insignifiant. Et voilà comment on a vécu la période des sabots. Moi, commencé par mon arrière-grand-père, terminé comme moi, arrière-petit garçon. Ça a été la fin, la dynastie des sabotiers Pernay.